Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre cette seconde et dernière vidéo sur le thème des croyances. Alors, nous passons d'abord aux croyances françaises. Nous avons sur ce thème le loup-garou, la magie au Moyen-Âge, les lutins et la symbolique de l'ours. Bon. Alors, le loup-garou. Origine du mot loup-garou, ça remonte au Gaston Phébus, comte de Foix et prince de Béarn, qui allait jusqu'en Prusse aider les chevaliers teutoniques pour dire que l'information circulait bien vers 1300 et des poussières dans ces eaux-là. Dans son traité de vénerie, qui est le premier traité de vénerie de France, a dit que certains loups mangent de l'homme et qu'il faut s'en garder. Loup-garou, gardez-vous-en. Oui, certains loups mangent de l'homme. Oui. Le traité de Gaston Phébus est à offrir à tout chasseur qui se mérite, parce qu'il est illustré, il est enluminé aussi. Voilà, et il est illustré. Voilà. Très bel ouvrage. Voici l'écusson de Béarn et de Foix. Description du monstre. Des bras et jambes très longs. Des bras et jambes très longs. Louche des deux yeux. Il louche. Ah. De longs crocs. L'ongle du pouce gauche est long, les autres ongles sont usés. C'est sans doute à force de courir. Localisation dans les bois, les landes, par pleine lune, quand les âmes circulent, par pleine lune. Chasse, au contraire des autres animaux, le loup peut être détruit par tout le monde et par tout moyen. Il faut boire de l'eau bénite et utiliser des cartouches en argent bénite. Des cartouches en argent bénite. Aparté. Un aparté à côté du loup-garou. Le cerf est un animal noble depuis longtemps. Il est découpé suivant des règles précises et certaines parties reviennent au roi, d'autres au grand veneur, etc. Saint-Hubert est le patron des chasseurs et il s'est converti à partir du moment où un cerf s'est présenté lui avec une croix dessus. Autre aparté, le loup a une mauvaise viande. Ça ne se mange pas. Il faut le vider et y mettre de la viande de chèvre pour que les chiens le mangent. Ce serait l'origine d'une ancienne expression, ce serait au conditionnel, l'origine d'une ancienne expression oubliée entre chèvre et loup. À ne pas confondre entre chien et loup. Entre chèvre et loup. Oubliez cette expression, entre chèvre et loup. On mettait de la viande de chèvre dans une peau de loup, avec des morceaux de loup pour que les chiens puissent le manger. Sixièmement, sur un thème proche, voit la véritable histoire de la bête du Gévaudan vers la fin du XVIIIe, qui n'arrête pas de faire parler d'elle, à tel point que récemment on a fait une statue en Haute-Loire illustrant la bête. Deuxième mention, la magie au Moyen-Âge. But spécial de l'Inquisition. L'Inquisition est un service de l'Église chargé de faire parler des êtres qu'on accuse. L'Inquisition au Moyen-Âge a pour but de combattre l'hérésie et non la sorcellerie. Ah, oui, l'hérésie et non la sorcellerie. Les aruspices. Au Moyen-Âge, il n'y a plus d'aruspices, comme au temps des Romains, pour lire dans les entrailles. Avant, les Romains lisaient dans les entrailles des pigeons, des oiseaux, etc. Voilà une fresque romaine montrant des aruspices qui
ouvre des entrailles d'un animal assez grand. Voilà. Le terme fée vient de fata, fatum, le destin. Ah, le destin. Au début, le christianisme condamne la magie païenne. Mais au Xe et XIIe siècle, certains éléments sont acceptés comme les cloches. La cloche, évidemment, c'est pas chrétien à l'origine, c'est païen. Mais le christianisme l'a accepté. Voir toutes les cloches des églises, ou à Pâques. L'influence arabe est plutôt rationaliste. L'influence arabe. Voilà des sorcières que l'on brûle, apparemment, ou des hérétiques. Les lutins. Alors, bibliographie. Si vous voulez faire un magnifique cadeau à quelqu'un qui s'intéresse à l'imaginaire, offrez-lui un de ces livres. Une année les lutins, l'autre année les fées. Pierre Dubois, la grande encyclopédie des lutins. Édition Houellebecq. Les lutins, c'est la petite mythologie qui a succédé à la grande mythologie ancienne, grecque et latine, quand celle-ci est morte. C'est la petite mythologie. À Brocéliande, en Bretagne, le tombeau de Merlin est tout le temps fleuri et aujourd'hui des cultes druidiques populaires sont pratiqués. La forêt de Brocéliande a brûlé il y a 10 ans, 15 ans peut-être. Elle est en cours de reconstitution. Les elfes aident toujours aux tâches ménagères. Les elfes, c'est une catégorie d'êtres surnaturels qui aident. C'est commode ça. Ça remplace les robots japonais, les elfes. L'herbe retourne, je la mentionne. La parisette est une herbe qui aide les gens à retrouver la mémoire perdue du chemin. Lorsqu'on avait marché sur l'herbe à retourne, sorcière qui s'était faite herbe. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une herbe à retourne, il suffisait de marcher dessus pour ne plus savoir s'en revenir. Si on avait la chance de trouver la parisette, on retrouvait le chemin du retour. Voilà. L'herbe retourne. Voici Brocéliande, des chênes exemplaires, extraordinaires. La fameuse épée Excalibur et des livres. Les Chevaliers de la Table Ronde, le roi Arthur et encore la situation de la forêt de Brocéliande au sein d'une immense forêt bretonne. Voici Brocéliande donc. La symbolique de l'ours. Bibliographie. Ce livre-là. Origine de la préhistoire. L'ours ressemble à l'être humain, d'où la croyance d'une parenté avec lui. La grotte Chauvet possède un crâne d'ours posé sur un piton rocheux, voilà le crâne d'ours, avec autour des crânes d'ours posés sur le sol. Il y en avait. La grotte du Rogourdon d'Ordogne et la tombe d'un néandertalien enterré avec un ours. Il faut savoir que les néandertaliens croyaient dans une sorte d'au-delà parce qu'ils enterraient leurs morts. À la grotte de Nio, en Ariège, dans un diverticule, il y a plusieurs tombes de néandertaliens dans lesquelles qui étaient enterrés avec des fleurs, avec 3 catégories de fleurs, dont les roses trémières, et j'ai oublié le reste. Si on mettait des fleurs dans un tombeau aussi, c'était peut-être parce qu'on croyait que ça faisait plaisir aux morts et donc qu'il y avait un au-delà. Voilà. Chez les Scandinaves, tuer un ours est un rite de passage à l'état adulte. Ouais, ben faut le faire.
Au Moyen-Âge, l'Église veut effacer les cultes païens et surtout celui de l'ours. Surtout celui de l'ours, c'est curieux. Il y a le loup aussi, normalement. Bon. Le 11 novembre, la Saint-Martin et le 2 février, la Chandeleur, correspond à peu près à la période d'hibernation du 11 novembre au 2 février, la Chandeleur. Oui, car l'ours hiberne aussi. 13e siècle, l'ours roi est détrôné par le roi lion. Ah, oui, c'est vrai que de nos jours, l'ours est médiatique, d'accord, mais c'est pas... Tandis que le lion est toujours considéré comme le roi des animaux, voire la fontaine. Voilà. Donc avant, c'était l'ours. Voilà. La domination, la chasse aux cerfs devient royale et éclipse la chasse à l'ours aussi. L'ours est évacué par le roi, par le cerf, donc, le cerf de Saint-Hubert, bon, et par le lion. Hein. Alors j'ai mis sur le côté Saint-Martin, partageant son manteau avec un pauvre, et puis une appétissante crêpe de la Chandeleur. Roosevelt a épargné un ourson lors d'une chasse. Oui. Une Allemande a fabriqué un ourson en feutrine à ce moment-là, et ça a eu un succès considérable sur le petit nounours. Voilà. Le président Roosevelt, lors d'une promenade, avait ramassé un ourson. Il a été photographié, mais bien sûr c'était très médiatisé, et l'Allemande, voilà. Canada, la chasse à l'ours, le fait se raréfier. Bon, à force de chasser aussi. Le seul endroit réaliste est la Russie, notamment la Sibérie pour le protéger. En Russie, d'ailleurs, l'ours est parfois devenu un animal familier. On pourrait montrer bien des images où il y a même des ours qui mangent à table avec les Russes. Voilà. Voilà des petits ours. Voilà. C'est classique en Russie, mais c'est étonnant pour les Occidentaux. Voilà. Et voici l'ours russe au drapeau, aux couleurs du drapeau, avec des chasseurs qui se mettent à l'abri. Oui, parce que l'ours c'est redoutable, mais l'ours des cavernes était encore plus gros que l'ours blanc. Note sur Michel Pastoureau, que j'ai mis précédemment là. Voilà, ici là, l'ours, la symbolique de l'ours. Directeur de l'école pratique des hautes études. Cette école des hautes études a 3 branches. Sciences de la vie de la Terre, historique et religieuse. Historique et religieuse. Elle a des instituts pour étudier le corail, le vieillissement. Et elle délivre des diplômes. Ou du moins elle recrute à partir de diplômes. Master, doctorat. Note maintenant sur une autre école, des études en sciences sociales, des étudiants en thèse et des chercheurs. Voilà 2 écoles, l'école pratique des hautes études et l'école des hautes études en sciences sociales. On est très haut avec tout ça. L'école pratique des hautes études. Nous allons voir les croyances étrangères. Nous avons le Yéti et les animistes russes. Le Yéti. L'analyse de nombreux échantillons de poils de prétendus Yétis a montré que seulement 2 d'entre eux proviennent d'un animal inconnu. Ah, ça c'est original. Il pourrait s'agir d'un accouplement entre une ours polaire et un ours brun. Il existe dans le détroit de Bering. Bon, le Yéti. Le fruit des croyances. Maintenant. Voici pour la science. Maintenant les croyances. Un guide de haute montagne raconte que lorsque dans le Tibet il regardait la lune avec une lunette d'observation, un enfant s'est exclamé en voyant les cratères lunaires qu'il y avait un yéti dans les grottes de la lune. Un enfant.
Alors, l'adulte peut faire de même des fois. Le Yéti dans la culture tibétaine joue le rôle du loup dont on menace les enfants passage. Si tu manges pas ta soupe, je te donnerai au Yéti. Alors voilà, Tintin au Tibet. Le capitaine Haddock qui est envoyé en l'air par le Yéti qui sort de la grotte. Et Tintin, le capitaine Haddock est leur guide. Et tout ça, c'est parce que Tintin veut retrouver son grand ami Chang, le jeune chinois, qui est tombé avec son avion dans les hautes montagnes, les Andes peut-être, hein, voilà, et que Tintin veut retrouver à tout prix et qui a été adopté par le Yéti finalement, qui l'a pas mangé, c'est un Yéti gentil. Les animistes russes, maintenant, à 800 km de Moscou, les maris, chez les derniers animistes, ils s'appellent les maris, hein, les derniers animistes de Russie. Ce peuple de 700 000 habitants a maintenu ses traditions religieuses en dépit des pressions exercées par la Russie tsariste, le régime soviétique et les autorités actuelles. C'est l'orthodoxie qui règne normalement en Russie. Ben, il y a les animistes. Et les voilà qui se mettent par terre, à genoux, quoi, à genoux, avec une grande table en forêt, hein, des animistes. On y pratique son culte dans les Rochas, je sais pas ce que c'est, la République des Maris. Il y a une république, elle compte plus de 400 Rochas. Ah, un Rocha, c'est un bois sacré. Bois sacré. Les oies sacrifiées. Il y a des oies qui sont sacrifiées pour les dieux, bah, comme chez les Grecs anciens, afin que ces animaux se rematérialisent au ciel. Bon, c'est original. Une fois la longue incantation terminée, tous se réunissent autour des tables pour manger la soupe chaude, apparemment, chaude, la soupe chaude, et une quantité impressionnante de pain. Le pain et le vin, avait dit Jésus, je crois. Voilà. Et voilà le prêtre et puis d'autres personnes qualifiées. Voilà. L'Estonie soutient volontiers les projets culturels maris au risque d'envenimer un peu plus la relation avec le voisin russe qui est quand même un peu comme les Romains, l'Empire romain, assez tolérant vis-à-vis des autres religions, mais il y a quand même une prédominance de l'orthodoxie. Mais bon, la fédération russe compte bien des particularités. C'est une fédération, c'est pas un État centralisé, comme la France. Dans cette inspiration, il convient de mentionner, alors pour tous les amateurs de films, le film du grand cinéaste japonais, ah ben je ne l'ai pas mentionné, c'est Akira Kurosawa. Ah ben c'est marqué là, Akira Kurosawa, d'accord. Dersu Uzala, qui est une ode à l'harmonie de l'homme et des immensités naturelles en territoire russe. C'est un chef-d'œuvre. Je n'hésite pas à le dire. Le tigre est anecdotique. Il n'apparaît qu'à la fin, et encore. Mais ce qu'il y a, c'est la relation entre le civilisé, l'officier russe, qui conduit une mission de cartographie de la zone de l'amour, le grand fleuve, à travers des forêts immenses, et un Asiatique, enfin il a les yeux bridés, Dersu, c'est une histoire vraie au passage, voilà, une amitié, car le civilisé découvre que le sauvage sait beaucoup de choses sur la forêt, sur la nature, et ça l'impressionne. Il finit même par l'amener chez lui. Mais le film se termine mal, malheureusement, c'est peut-être la réalité. Bon, dommage.
parce que sinon tout est positif là-dedans. Et il y a des paysages immenses, c'est un film merveilleux, étrange un peu aussi, mais très écologique, hein, c'est à la mode. Dersu Uzala, Dersu Uzala, Akira Kurosawa. C'est des Japonais, ils sont plus proches de la Russie que nous, donc voilà. Eh bien, nous avons, avec cette deuxième vidéo, nous terminons bien sur Dersu Uzala d'Akira Kurosawa pour les cinéastes. Voilà. Nous avons terminé cette petite synthèse des croyances, changé aux lutins et aux elfes, les elfes pour les aides ménagères, hein, ça remplace l'aspirateur, etc., les robots, et les lutins, il y a de très beaux livres illustrés, sans compter Gaston Phébus et son livre sur la vénérie, si vous connaissez un chasseur ou autre, ça lui fera énormément plaisir. Voilà. Eh bien, sur cette vidéo sur les croyances, nous arrêtons là, tout simplement. Voilà. Et nous verrons nous retrouver sur un autre sujet. Voilà. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.